Bienvenue dans ce CEO Live Talk. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu dois être un dirigeant ou un entrepreneur. Peut-être que tu te poses ces questions. Comment tirer de ton expérience, de ton vécu, de ton enfance, de la force et de l'énergie pour être un décisionnaire et un leader exemplaire? Comment tirer de tes routines, de tes habitudes, ton hygiène de vie, des choses qui vont te permettre d'être plus performant tous les jours? Et comment inspirer tes équipes, être un leader exemplaire, utiliser des bonnes techniques de management pour être un leader inspirant? Bienvenue dans ce CEO Live Talk, le podcast du CEO Club, où on parle à des dirigeants entre dirigeants. Nous rassemblons les dirigeants, les entrepreneurs qui font entre 100 000 et 100 millions d'euros, qui sont décisionnaires avec plus de 5 à 7 ans d'expérience. Si tu veux en savoir plus, tu peux cliquer dans le lien dans la description. Tout de suite, nous commençons avec Jean-Christophe. Jean-Christophe, merci d'être venu de Bruxelles jusqu'à Paris pour ce podcast. On s'est rencontrés il y a à peu près 1 an et demi, je me souviens, même un an, l'été dernier à Bruxelles, C'est ça. lors d'un dîner VIP. Et c'est vrai que ça m'avait marqué parce que tu avais un régime spécial par rapport à ton régime de sportif qui est vraiment lié à ton mindset que tu as en béton. Et c'est vrai que dans les dirigeants que je connais, tu es celui qui incarne, je pense, un des plus le mindset de dirigeant. Et je suis très heureux de te recevoir ce soir pour ce CEO Live Talk. Alors, pour te présenter, à seulement 23 ans, tu deviens CEO d'une agence de web à New York, dans la bulle de la dot-com, valorisée à plus de 10 milliards. Et à 25 ans, tu te trouves tout, tu perds tout, tu te retrouves à la rue. Et malgré ça, tu rebondis, tu fondes Alneum et tu revends pour lancer Humanity, une entreprise qui est aujourd'hui leader dans la méthode agile et la transformation digitale. Tu es présent dans plusieurs pays, la France, la Belgique, le Luxembourg, le UK, les Pays-Bas. Tes clients, c'est EDF, Louis Vuitton, BNP, Paribas, Bosch, Nike. Tu as à peu près 60-80 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près. C'est ça, De c'est sur un peu plus de 80, Et c'est ça. 600 collaborateurs environ. Oui, tout à fait. Voilà. On va enchaîner maintenant avec un petit jeu pour introduire du coup ce live talk sur le mindset. Alors, je vais te demander vrai ou faux et je te laisse me dire vrai ou faux et puis après on commentera les réponses. On va enchaîner les questions. Go. Première question. Est-ce que, vrai ou faux, le succès protège du doute? Ah, pas du tout. D'accord. On est avec un bon mindset. Vrai ou faux? Euh, le mindset, on se le forge, donc je dirais faux. Vrai ou faux, le mental, c'est 90% du job du CEO. Vrai. Alors intéressant. Quand tu dis le mental, c'est 90% du job de CEO, c'est important parce que est-ce que ça veut dire que par exemple, n'importe qui ne n'est pas CEO? Et du coup, d'où vient ce mindset? Parce que comme je te connais un petit peu, c'est vrai que tu as un mindset très à part. D'ailleurs, tu as investi dans 2 boîtes qui s'appellent Ultra. Ça montre que déjà, niveau Ultra, on est quand même pas trop mal, tu vois? Donc et c'est vrai que, est-ce que toi, dans ton passé, dans ton histoire personnelle, des choses, des moments qui te disent: «Tiens, ce mindset-là, aujourd'hui, en tant que CEO, je l'ai forgé à ce moment-là»? En fait, ce sont des étapes de vie. C'est-à-dire que toute ma vie a été jonchée d'étapes pour arriver au mindset que j'ai eu, et un mindset, ça se cultive. D'abord, je viens, d'une famille, de commerçants. Mon père était boucher. Je l'ai toujours vu, se lever à 4 heures du matin et se coucher à 23 heures tous les jours, travailler 6 jours et demi sur 7. Mon frère, travaillait d'abord avec lui et après il a eu des garages automobiles et j'ai toujours vu arriver au travail à 6 heures, se coucher tard et travailler entre 6 et 7 jours sur 7. Que ce soit mes parents, mon frère, ils ont quasiment jamais pris de vacances. Ma sœur a toujours aussi travaillé dans aussi différents business de commerçants et a toujours beaucoup, beaucoup bossé. Donc, je viens d'une famille de gros bosseurs. Donc, déjà, le travail, jusqu'à l'âge de 7 ans, je suis pas allé à l'école et j'étais sur les marchés. Je savais pas lire et écrire, mais par contre, je savais compter. Et du coup, le matin, j'ai appris très tôt à me lever à 3h30, 4 heures du matin pour aller sur les marchés parce que bah, là aussi, il y avait personne pour me garder, je ne pouvais pas aller à l'école et donc j'allais sur les marchés. Donc déjà, on va dire, ça part de là. Après, personnellement, bah, j'ai eu une vie qui m'a aussi appris à me défendre et à me battre. Voilà, j'ai eu la chance, alors que j'avais 7-8 ans, pour la petite histoire, j'étais très grand, j'étais gros, à la limite de l'obésité. Voilà, j'étais, on va dire aussi, un peu bègue à l'époque, et cetera. Et j'étais beaucoup plus grand que la moyenne. Et du coup, bah, pendant quelques mois ou pendant une petite année, à l'âge de 7 ans, il y a toute l'école, je suis arrivé, je n'étais jamais allé à l'école, qui m'a, euh, qui s'est bien charmé sur moi, quoi. Voilà. À l'époque, le mot harcèlement, ça n'existait pas, mais Ouais. on va dire bien tabassé pendant un an. Et bah, j'ai eu cette chance-là, qu'après, bah, l'année qui a suivi, j'ai changé d'école et là,
bah, voilà, je me suis dit: «Plus jamais dans ma vie on me touchera, plus jamais dans ma vie on touchera mes proches» et j'ai fait en sorte à l'époque de dire: «Bah, maintenant, le nouveau leader, ça va être moi» et puis c'est tout. Donc j'avais que 8 ans, mais du coup, ça a été aussi une étape, importante pour moi. Donc là aussi, s'il y en a qui se sont déjà fait, qui ont vécu des périodes difficiles ou des parents qui ont pu avoir des enfants, qui ont pu être harcelés ou tapés à l'école et cetera, ce n'est pas une fatalité non plus. Mmh. Et à un moment, moi, ça m'a, aidé aussi à être qui je suis parce qu'après je me suis dit: «Mais eh bien maintenant, je vais passer à l'offensive et plus jamais il y aura personne qui me touchera, quoi». Voilà et là, à Mmh. partir de ce moment-là, je pense que ça a été aussi une étape, dans mon premier leadership, on va dire et puis après, plus tard, j'ai, commencé aussi à embarquer des gens avec moi sur des projets. À 15 ans, j'ai commencé à mixer. À Bah, je 16 juste ans qu'on revienne, excuse-moi, c'est parce que c'est hyper intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se identifient à ce que tu viens de raconter. Quand tu dis: «Je suis passé à l'action», qu'est-ce que tu as fait concrètement ou quel est le mécanisme qui s'est déclenché dans ta tête pour te dire: «Tiens, à ce moment-là, concrètement, c'est plus eux qui vont dicter ce que je dois faire, c'est moi qui vais dicter ce qu'ils vont faire»? bah, depuis l'âge de 8 ans, je n'ai plus rien subi. Je ne subis pas. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai subi un an dans ma vie et je me suis dit: «Dorénavant, c'est fini». Donc qu'est-ce que j'ai fait concrètement? C'est pas très beau à dire, mais en gros, je changeais d'école et le chef de bande de l'école, je suis allé et je l'ai mis à l'amende et l'histoire, elle était réglée, quoi et le nouveau chef, c'était moi, quoi. Voilà, donc c'est peut-être mon côté bagarreur de l'époque. Aussi, à ce moment-là, je commençais à faire du judo, j'ai commencé à faire des sports de Mmh. combat, du karaté. Plus tard, j'ai fait de la boxe thaï, du K1. Donc après, je me suis dit, il y a plus personne dorénavant, je vais me faire respecter, quoi. Parce que dans Mmh. la vie, le respect, ça se gagne et à ce moment-là, ça a commencé et puis après, l'idée, j'ai pas eu besoin de beaucoup me bagarrer, étant plus jeune. C'est arrivé quelquefois. En Marseille, c'est une ville assez chaude, donc effectivement, ça bouge bien. Mais sinon après, juste voilà, ça a été pour moi un élément et après c'est vrai que j'ai embarqué, tout le reste de ma vie personnelle puis professionnelle, beaucoup de gens autour de moi et pour moi ça a été un élément, Mmh. qui a été, important dans ma vie et on s'est et en fait, comme je dis tout le temps, les difficultés, soit on les subit soit on en fait des forces. Mmh. Souvent, il y a tout le monde qui dit, tu le vois tout le temps sur Instagram, dans une crise, il y a toujours une opportunité, etc. Mais c'est bien de le dire, c'est bien de l'entendre. C'est comme quand on dit, oui, je veux perdre 10 kilos. C'est facile à dire. Mais après, il y a toute la suite qui suit. À l'âge de 15 ans, du coup, j'ai voulu perdre 30 kilos. J'ai perdu 30 kilos dans l'été. Tac et ça a changé, le mindset que j'avais aussi. Ça a Mmh. changé l'apparence que les gens pouvaient avoir de moi parce qu'à un moment, je me suis dit: «J'en ai marre d'être le copain, le meilleur copain des nanas de la classe, Ouais. quoi». Voilà, Parce que le mindset du dirigeant, c'est que c'est vrai que tu l'as très bien dit, c'est se forger une opinion en disant: «Voilà, je suis le maître de mon destin». Mais c'est aussi savoir embarquer les autres. On en reparlera dans une deuxième partie, mais hem, j'ai une anecdote à te raconter, puis j'aimerais bien aussi que tu rebondisses dessus. Peut-être que tu as vécu un peu le genre de même chose. Alors moi, j'ai pas eu une enfance comme ça où j'ai besoin de taper avec les autres, mais j'aimais bien prendre le pouvoir, mais de manière un peu plus soft et je me souviens quand je suis arrivé en sixième en école, il y avait l'élection des délégués et c'était tout le monde voulait être le délégué parce que tu es nouveau, alors tu es le resto de la classe, c'est toi qui rapporte au professeur et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais acheté des paquets de carambars et j'avais glissé dans chaque carambar un petit mot que j'avais refermé: dans chaque «Vote Augustin», cartable. Ah non, dans chaque chaque rempart. carambar et j'avais distribué des carambars à toute la cour et du coup, le jour où l'élection arrive, bah, tu sais, 6e, tu sais pas trop réfléchir, tu ouvres ton carambar, tu vas voter Augustin, tu votes Augustin. Du coup, j'ai été élu et puis après, ils ont dit: «Ouais, mais c'est pas grave et c'est ta triche, il nous a spoliés et cetera, il nous a nin On a refait une élection et j'ai regagné et du coup, bah, après en 5e, plus personne voulait déléguer parce que tout le monde s'était aperçu que c'était pas cool finalement. Est-ce que toi, tu as eu des moments dans ta vie comme ça où tu te dis: «Tiens, la force ne fait pas tout, mais il faut aussi, avec mon mindset, arriver à convaincre les autres» et ça dès ton plus jeune âge? Bah, en fait, moi, à l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à organiser des événements. D'abord, je commençais à organiser, c'était les anniversaires, d'abord le mien, puis après les anniversaires de mes copains et puis après, j'ai commencé à les mixer dans les anniversaires des copains et puis après dans un petit, bar, là où j'habitais à côté de Marseille, j'ai commencé à faire des événements où je faisais payer à l'époque, c'était en francs, je faisais payer 10 francs, l'équivalent d'1,50 € pour venir. J'achetais à boire, j'achetais, à manger et je mixais, on faisait des soirées et puis comme ça, 4 ans plus tard, j'organisais des événements avec 1000 personnes et du coup, là aussi, ça m'a permis de gagner aussi beaucoup d'argent
étant jeune, à 18 ans, 19 ans, je gagnais suffisamment d'argent pour m'acheter du matériel, pour pouvoir en vivre, etc. Voilà, pour pouvoir payer une partie de mes études, pas toutes, parce qu'effectivement, mes parents m'avaient permis de le faire aussi. Mais on va dire, en gros, ça m'a permis d'embarquer plusieurs milliers de personnes. C'était le début de la house et de la techno qui arrivait en France, en tout cas dans le Sud. J'ai été un des premiers, je n'étais pas le premier, mais j'étais un des premiers aussi à faire participer le mouvement et à lancer aussi ces mouvements aussi dans le Sud avec des gros events. Et pour moi, ben, c'était aussi un moyen à la fois entrepreneur, à la fois j'avais des associés avec moi parce que moi j'étais bien pour ramener du monde. Certains étaient meilleurs pour la partie logistique, soirée, Qu'est-ce qui fait que DJ, les gens te suivent? l'énergie. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. OK. L'énergie que tu donnes, au final, et la générosité que tu donnes auprès des gens, tu la reçois toujours. Majorité du temps, après, si tu ne la reçois pas à 20%, il y a toujours des gens à qui tu donnes Ouais. qui derrière te le rendent pas, mais c'est leur histoire en fait. Derrière, 80, voire 90% du temps, tu donnes, tu reçois. Et moi, c'est vrai que je suis très généreux dans l'effort. Je mets beaucoup d'intensité dans l'effort. Et en général, on va dire que je suis ouvert, j'écoute Mmh. beaucoup les gens. Et c'est vrai que, ben, en général, j'ai une énergie qui est importante pour moi, pour tous les CEO. On est dans le talk CEO. Pour tous les CEO, c'est important d'embarquer ces équipes. C'est Ouais. important de donner de l'énergie à ces équipes. Et l'énergie, elle doit toujours être la plus haute possible. Comment elle fait pour être la plus haute possible? Il y a plein de raisons. Moi, je dirais par exemple, l'énergie, je l'ai aussi dans le sport. Ça va être un vecteur. Moi, tous les matins, je me lève maximum à 5 heures, voire les jours où je me lève plus tard, c'est 6 heures, et je me fais mon heure de sport. C'est la base. Mon heure de sport, mes mantras, ma douche glacée et tout ça. Bon, on va dire que j'ai tous mes rituels du matin. Si tu veux, on en parlera plus tard. Et même si en ce moment, c'est pas très à la mode de parler de ces rituels, moi, en tout cas, je les suis, ça me donne de l'énergie. Et après, ce qui me donne de l'énergie, c'est important, c'est mes équipes. Mmh. Et donc, c'est important dans ces équipes d'avoir des gens qui te donnent de l'énergie. Et par contre, si tu as des gens qui te baissent ton énergie, tu les gardes pas. Mmh. Donc, c'est important de recruter aussi. Il n'y a pas que l'énergie, il y a tout un tas de critères de recrutement de ces équipes. Mais si tu veux que la société tourne et tourne bien, avec toi, il faut avoir une équipe de choc. Et l'équipe de choc, c'est important qu'elle ait toujours une énergie la plus haute possible. Moi, je dis souvent que dans la vie et encore plus au travail, tu as des énergies killers et des énergies drivers. Mais j'y croyais pas à ce mantra au début et tu sais, parfois, tu as des relations avec des gens, tu dis: «Mais je comprends pas, ça fait 6 mois que ce projet, il avance pas, je me sens crevé alors qu'il y a aucun truc compliqué, quoi». Et c'est juste qu'en fait, la personne devant toi, elle te suce ton énergie Ouais. parce qu'elle est pas en phase avec toi, en fait. Et j'y croyais pas tant qu'à ce que quelqu'un me dit: «Mais regarde, vous avez pas du tout la même énergie». Est-ce que toi, dans ton enfance, dans ton parcours professionnel, tu as vécu avec des personnes qui t'ont soit retiré cette énergie, soit qui t'en ont donné aussi pour que tu puisses, avancer, dans tes Ouais, projets? j'en ai eu effectivement je dirais un paquet, hein, et qui te plombent l'énergie, que ce soit dans tes employés, dans tes équipes. J'en ai eu beaucoup. J'en ai eu dans certains associés. J'en ai eu des gens qui m'ont pris de l'énergie. Mais en fait, toujours naturellement, j'essayais de m'en dévier. Si c'était associé, j'essayais d'en sortir. Si c'était des employés, eh bien, j'essayais de leur expliquer que c'était pas au bon endroit là où on était et que derrière, moi, je dis toujours que les gens qui sont négatifs, la critique, je ne supporte pas. Chez Humanity, ça fait 12 ans que du Culture Day, c'est notre jour où tous les nouveaux arrivent tous les mois. On a une journée et c'est moi qui la démarre, où je me présente, je parle de notre vision, mission, ambition, de nos valeurs, de ce que je recherche, de nos attentes. Et je commence toujours en disant que, par exemple, j'ai quelque chose que je ne veux surtout pas, c'est la critique. C'est vrai que dans les pays francophones, et notamment en France, les gens aiment bien râler. Mmh. Eh bien, je leur dis, si jamais vous êtes comme ça, j'ai rien contre vous, c'est très bien. Juste, je vous invite à prendre la porte et je vous paye. Ça a été une erreur de recrutement. Je vous paierai ce que je dois vous indemniser, mais vous n'êtes pas au bon endroit. Les gens qui râlent, j'en veux pas. Les gens qui parlent négativement des autres, je n'en veux pas. Moi, je dis tout le temps, on parle aux gens, on parle pas des gens. Les gens qui critiquent, je les veux pas. La critique, pour moi, c'est un energy killing ou Mmh. un energy killer. Et ça, j'en veux pas. Et il y en a beaucoup qui sont là toute la journée, qui vont parler, qui vont jacasser. Il a fait ci, elle a fait ça, et elle est comme ci, elle a fait ça. Et ça, en fait, je n'en veux pas. Je dis pas qu'il n'y en a pas eu.
dans mes entreprises, et je dis pas qu'il n'y en a pas eu chez Humanity, et qu'il n'y en a peut-être pas encore, mais en tout cas, je fais la chasse Mmh. à ces profils-là. Parce que derrière, ça te pompe ton énergie, ça pompe l'énergie de tout le monde. Mmh. Et quand moi, dans la journée, j'arrive le matin, j'ai la patate, je me retrouve avec des personnes qui arrivent, ah, j'essaie, il y a tel problème, il y a tel problème. Clairement, j'évite ces gens-là. J'évite les gens qui arrivent avec des problèmes. Voilà. Moi, je veux des personnes qui arrivent avec des solutions. Voilà. Et qui arrivent avec de l'énergie positive. Et donc, oui, j'en ai connu. J'essaie de les éviter de plus en plus et d'avoir autour de moi un maximum de personnes à énergie positive, voire très positive. Du coup, j'arrive, je leur donne de l'énergie et eux m'en redonnent encore plus. Et je pars à la fin de ma journée, j'ai encore plus d'énergie. Sinon, si dans la journée, tu rencontres 3, 4, 5 personnes qui te plombent ton énergie, à la fin de la journée, tu es comme la batterie du téléphone, tu es mort à la fin. Ah ouais. Alors que moi, ça m'arrive très souvent. Là, la semaine dernière, j'étais le week-end dernier avec mon club d'entrepreneurs ultra. Bah, c'était le contraire et c'était un problème. C'est-à-dire pendant 3 nuits, j'ai pas pu dormir parce que il y avait une telle énergie dans le groupe et j'étais pas le seul. Que derrière, j'arrivais, on finissait à minuit nos discussions, minuit, 1 heure. J'essayais d'aller me coucher. Derrière, 2 heures après, j'allais à la salle de sport parce que il fallait que je me dépense. Ouais. À tel point, il y avait une énergie de dingue. Les équipes, on avait envie de crier, quoi. À tel point, c'était parce que c'était très énergique. Pendant 3 jours, on a été dans l'énergie maximale. Et au final, les gens en ressortent, moi le premier, hyper galvanisé. Et ça, c'est génial. Et le plus important, ça va être l'énergie dans ta vie de tous les jours. Et en tant qu'entrepreneur, en tant que CEO, mais ton objectif, c'est de donner de l'énergie aux gens, en fait, pour que les projets avancent, pour que tout avance. Et puis, pour beaucoup de CEO, on cherche aussi à changer le monde. Le monde, il ne s'est pas changé avec des personnes qui se posent des questions, hein. Et, le monde évolue avec des géants. Et pour moi, ce que j'appelle des géants sont des personnes qui déplacent les montagnes. Et ceux qui déplacent les montagnes sont des gens qui ont de l'énergie, qui ont un mindset à toute épreuve. Surtout, ce qui est très drôle, c'est que souvent, on a des personnes de ton équipe qui viennent te voir, elles ont la solution, mais elles ont besoin de cette petite touche d'énergie pour juste, tu vois, que le pion, il change de case. C'est très drôle. Et tu te dis, mais en fait, tu l'as la solution. Mais en fait, ils ont besoin que tu leur donnes cette... Et en fait, souvent, le problème des CEO, c'est de dire vouloir trop être dans le comment, mais pas dans le pourquoi. Dire, voilà, c'est pas à moi de t'expliquer comment, mais je vais t'expliquer pourquoi c'est important. Comment toi, quand tu as des gens de ton boîte qui viennent te voir, etc., tu rentres pas dans ce piège de leur expliquer comment ils doivent faire, mais tu sais, de les inspirer avec ce mindset, avec cette énergie, avec cette dose de travail que tu as accumulé devant ton enfance. Alors déjà, la priorité, c'est de faire confiance à ces équipes. Donc en général, moi, la première chose, c'est de leur demander ce qu'ils feraient. Quand ça arrive, effectivement, et ça arrive en me disant, ouais, je sais, il s'est passé ça, ça, ça. Je fais quoi? Je leur dis, bah, c'est quoi ton intuition? Tu voudrais faire quoi? Pourquoi tu voudrais le faire? Comment tu vas le faire? Mais d'abord, je veux voir comment eux réfléchissent. Et qu'est-ce qu'ils en pensent? Parce que 9 fois sur 10, ils sont meilleurs que moi. La majorité des gens que j'ai autour de moi, ils sont bien meilleurs que moi sur tous les domaines. Donc pourquoi ça va être à moi de leur donner la solution? Moi, mon rôle, c'est de décider. Mais encore plus important, c'est de faire en sorte que mes équipes soient capables de décider seules et de prendre les meilleures décisions. C'est ça mon rôle. Mon rôle, c'est même pas de construire des systèmes, c'est de faire en sorte de recruter les bonnes personnes qui vont construire les systèmes. Moi, en tant que CEO, j'ai 3 rôles. 1, identifier les bonnes personnes. 2, les développer, les faire grandir. Et 3, les retenir, c'est-à-dire créer l'environnement dans lequel ils ont confiance, dans lequel ils peuvent prendre leurs décisions et dans lequel derrière ils vont être bien. Et tu me parlais, on a commencé le podcast par des jeux, et bien voilà, les amuser, faire en sorte qu'ils soient bien, leur créer tout l'environnement dans lequel ils peuvent être les plus productifs, les meilleurs et les plus performants. Tu as parlé au début de ton enfance en disant que tu avais été bosseur très tôt. Ouais. Moi, j'ai pas vécu cet côté, j'avais pas des parents qui allaient faire le marché, mais j'étais observateur très tôt. Et du coup, je sais pas comment on peut relier à ce que tu viens de dire, mais moi, je vois un lien direct, c'est-à-dire que ton rôle en tant que CEO, c'est de mettre le format, le framework pour que les gens s'épanouissent. Il faut pas attendre que ça craque. C'est-à-dire que parfois, il faut observer en se disant, avant qu'ils me disent que ça aille mal, il faut que j'observe que ça aille mal. Et comment toi, tu vois des signes dans le mindset de tes collaborateurs où tu dis là, faut pas que j'attende qu'ils me le disent, il faut que j'intervienne parce que si je le fais pas, je sais que ça cache quelque chose. Moi, je suis avec les équipes tous les jours. Moi, j'ai pas de bureau. En 30 ans de carrière, je crois que j'ai eu un bureau
une fois parce que j'avais un patron d'une filiale que j'ai pas gardée, qui lui avait un bureau énorme et ça craignait de filer le bureau à quelqu'un d'autre. Du coup, je l'ai pris, mais mon bureau, il était toujours ouvert et j'avais enlevé son nom. Mon assistante à l'époque, elle avait remis mon nom et j'avais enlevé le nom et j'avais mis salle de réunion. Voilà, parce que, mais par contre, lorsque j'étais là, je le prenais, mais au final, je n'étais pas là en permanence dans le bureau. Moi, ce que j'aime, c'est être avec les équipes. Être avec les équipes, c'est-à-dire que je vois les problèmes. Je ne vais pas Mmh. attendre, il n'y a aucun problème qui va prendre des semaines ou des mois. Donc, le fait d'être avec eux, bah, tu vois les choses, tu les sens. Puis moi, je marche beaucoup à l'intuition. Donc, je vais ressentir les situations. Et à ce moment-là, je vais intervenir. Alors moi, pour le coup, je ne me pose pas 1000 questions du style, euh, oui, je vais attendre de les laisser forcément, comment dire, je vais attendre de les laisser voir, se tromper. Oui, bah évidemment, je vais leur demander de prendre des décisions. S'ils se trompent, c'est la vie. Moi, je me trompe tous les jours. Mais dès que je sens qu'il y a besoin d'intervenir, je vais intervenir. Mmh. Ah, pour le coup, je vais pas être là comme dans les grosses boîtes où on dit oui, il faut pas intervenir. Ah, moi, j'interviens. Moi. C'est s'il y a un problème, je vais pas laisser le problème attendre pendant des jours ou pendant des semaines juste parce que il faut les laisser. Non, non. S'il y a un problème, j'interviens sur le champ et j'interviens avec la personne et puis je l'explique, j'explique aux personnes, etc. Le côté hiérarchique chez nous, il est très limité. Déjà, pendant 3 ans, on n'avait pas de hiérarchie sur Humanity. Je voulais essayer l'expérience d'entreprise plate. Bon, ça n'a pas marché. Et du coup, j'ai pris des leaders. OK. Mais par contre, on a un niveau hiérarchique qui est très très faible. On a quoi? On a un, deux niveaux. Attends, c'est hyper intéressant parce que l'expérimentation en réel, j'adore ça. Tu as voulu avoir une structure flat Ouais, sans hiérarchie. et concrètement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu t'es dit: «Ouh là, ça marche pas»? Bah, c'est qu'en fait, ça marchait pas, que derrière les gens étaient pas bien, que moi ça commençait à me prendre trop de temps, que derrière tu as des mauvais leaders qui apparaissent parce que les bons partent. Lorsque tu commences à voir que les bons partent, que les mauvais restent, là tu te dis ah là c'est qu'il y a un problème. Et c'est parce que derrière, en ayant un système plat, c'est un système, j'ai essayé l'holacratie, la sociocratie, tous Mmh. les modèles où il n'y a pas de hiérarchie, les cercles, etc. Et d'ailleurs, je dis pas que ça marche pas, c'est génial, hein, lorsque ça marche, et je serai le premier à être favorable. Mais derrière, chez nous, ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché pourquoi? Parce que à un moment, tu as un nivellement vers le bas, et ceux qui prennent des décisions, ceux qui Mmh. sont très actifs vont se voir être, et ceux qui vont donner un peu de leadership vont être montrés du doigt, du style mais toi pour qui tu te prends, etc. Et en fait à ce moment-là, j'ai dit ça va dans le mauvais sens parce que déjà les chiffres allaient pas dans le bon sens, parce que les bons commençaient à partir et à un moment toute cette histoire de cercle de décision aussi, ça prenait du temps en fait à un moment. Mmh. À un moment, si tu es un leader, moi ce que je demande d'un leader, c'est de prendre des décisions comme moi. Et si les décisions prennent trop de temps, les gens doivent avoir un consensus total et tout. Mmh. À un moment, même moi, ça m'a fatigué, hein. J'ai dit, c'est bon, on passe à autre chose. Mais par contre, moi, je veux des leaders qui soient des servant leaders. Ça, c'est important. C'est-à-dire que mes leaders sont au service de l'équipe. Comme moi, je suis au service de mes équipes. C'est hyper important. C'est un petit peu des on va dire, alors, avant, il y avait les pyramides. Donc, les entreprises très hiérarchiques pyramidales, eh bien, moi, j'ai voulu, à un moment, j'ai essayé sans pyramide, ça n'a pas marché. Par contre, j'ai fait après des pyramides inversées. C'est-à-dire que c'est le leader qui est au service de son équipe. Donc le leader qui se prend pour le chef haillon et ça j'en veux pas et je fais tout pour pas en avoir dans la boîte. Mes leaders, franchement, ils sont tous top. Ils bossent pour leurs équipes. Par contre, ils sont là pour prendre des décisions. Et s'il y Mmh. a des membres qui foutent la merde, s'il y a des membres qui sont pas positifs, s'il y a des membres qui font pas le boulot, il est de leur ressort de prendre des décisions. Décision numéro 1, c'est qu'est-ce que je peux faire pour faire changer la situation? Pourquoi la personne a ce problème-là? Pourquoi elle bloque? Et à ce moment-là, si c'est le cas, c'est quoi? C'est le fait de dire, cette personne-là, je vais soit l'aider à grandir, soit la mettre peut-être sur un autre rôle. Et puis, si à un moment, il n'y a pas de rôle pour cette personne, elle ne veut pas changer, c'est son histoire. Et à un moment, on change de personne. Tu aurais aimé être, chef de restaurant? Chef de restaurant? Ouais. Ouais, tous les métiers, on va dire. Tu sais pourquoi je te pose la question? Parce qu'il y a plein de. Vas-y. Parce qu'en fait, c'est un métier où tu as servi des autres. Ouais. Ouais, tout à fait. Et derrière, moi, j'aime bien chez les restaurateurs, souvent, tu sais, quand à la fin, ils viennent te Ouais. voir, ils font le tour des tables, ils demandent. L'avantage, tu veux que je te dise, du chef de restaurant, c'est le feedback immédiat. Ouais. Tu donnes ton repas, tu as le feedback. Et moi, j'aurais adoré. Donc, tout comme j'aurais adoré, moi je suis très curieux, moi j'aime beaucoup de choses, j'aurais adoré faire ce métier-là, comme plein d'autres métiers. Mais en tout cas, je suis
d'accord avec toi sur le fait que c'est important d'avoir des leaders, mais que ce soit des leaders, on va dire, éclairés, des bons leaders. Et un bon leader, c'est un leader qui est au service de son équipe, comme dans un restaurant où on est au service de ses Mmh. clients. Mais après, je suis au service de mes équipes qui elles-mêmes sont au service des clients. Bah, justement, on va venir un peu plus en détail sur le management agile et le mindset du leader, que tu incarnes parfaitement parce que tu es aussi, fondateur d'entreprise, dans le management. Donc on peut pas faire plus pile dans le thème. Alors on va commencer par un petit jeu. Je vais demander de classer ces 5 qualités d'un leader. De 1, c'est pas important et 5, c'est très important. D'accord? La vision, 5. l'humilité, 5. la délégation, Je peux pas dire 5 encore une fois, mais je vais dire 4 quand même. la discipline Pareil, je peux pas dire c'est entre 4 et 5 quoi. et l'inspiration. Pareil, je vais mettre franchement les 5, je les mettrais à 5 ou entre 4 et 5 quoi. Parce que les 5 sont les compétences nécessaires à la réussite d'une entreprise, donc d'un bon entrepreneur qui doit avoir la vision. Un entrepreneur sans vision, il va pas très loin. Il peut réussir, mais il va pas très loin. Un entrepreneur, s'il n'est pas inspirant aujourd'hui, ça devient compliqué. C'est justement qu'il n'a pas de vision. S'il n'a pas de discipline, ça va être le chaos. J'ai pas de problème qu'il y ait du chaos dans l'entreprise. Mmh. Mais par contre, il doit y avoir une certaine organisation dans l'entreprise et lui-même, il doit avoir une discipline. Et tu peux pas inculquer de la discipline si toi, tu n'en as pas. Donc, toutes les mettrais à 5, quoi, ou entre 4 et 5. Donc c'est La le portrait délégation, c'est robot du pareil. parfait leader, en fait. Le parfait leader, il a tout ça. Mais c'est pas évident. Il n'y a Mmh. aucune de ces compétences-là qui est évidente. Mmh. Et si tu demandes ou si tu regardes tous les leaders, il y en a beaucoup qui n'ont pas qui n'ont pas ces compétences-là ou qui les travaillent parce que la discipline, c'est pas facile de la discipliner, hein. Mmh. Ou alors qu'ils les ont, mais à des moments différents où elles sont pas adaptées. Oui, Par exemple, quand tu lances un business, avoir une vision, c'est pas très utile. Parce que ce qu'on te demande, c'est est-ce que tu as un client? Est-ce qu'il a un besoin? Est-ce que tu as un canal d'acquisition? Est-ce que tu as un produit? Après, la vision, faire un business plan à 10 ans, ça n'a pas vraiment d'intérêt, quoi. mais la vision, c'est pas ton business plan, la vision. C'est pas, Et moi, la vision, moi, je commence une boîte d'abord par une vision, avant tes clients. Parce que tes clients, tu les embarques sur quoi? Les équipes que tu as, tu les embarques sur quoi? Moi, j'embarque tout le monde sur une vision dès le début. Avant de démarrer une boîte, j'ai une vision. Et je peux te dire, sur toutes mes boîtes, j'ai des visions. Et je vais vendre à tout le monde une vision. Et mes clients vont acheter ma vision. mmh. Mes employés vont acheter ma vision. Mes associés vont acheter ma vision. Et du matin au soir, je répète ma vision. Dès le début, dès le premier jour. Et justement, j'incite tout le monde parce que les premières ventes, tu vas les faire avec ta vision. Mmh. Ta force de conviction. C'est la Ton vision. énergie. Exactement. On revient c'est sur l'énergie. Ça, c'est l'énergie. Mmh. Si tu as un produit, mais que tu n'as pas de vision, que tu n'as pas d'expérience, tu peux le vendre, mais ce sera plutôt de manière accidentelle. Mmh. Parce que c'est vrai qu'il y a souvent un débat entre la vision, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la projection de la boîte à X années? Et finalement, le futur se réalise jamais comme on veut. Donc, Oui, mais la vision, c'est ce qui te permet d'avoir ton étoile du Nord, c'est de savoir vers où tu vas. C'est ton, c'est ta destination. Si tu prends la voiture et que tu sais pas où tu vas, tu fais quoi? Tu roules, mais tu sais pas où tu vas. et toi, ta vision, tu la pioches à quel endroit? Moi, Est-ce que tu lis des bouquins, tu te dis: «Ah ouais, elle est cool cette vision», ou est-ce que tu écoutes telle émission, «Ah, elle est cool cette vision». Comment tu vas piocher ta vision? ma vision, chaque fois, ma vision, c'est que la mienne. C'est-à-dire que je la prends pas ailleurs, ma vision. Mmh. Je copie pas la vision. Par contre, je m'inspire toute la journée. Tu veux que je te dise combien j'ai de newsletters, combien je lis de newsletters le matin ou avant de me coucher, mais je dois avoir peut-être 20 newsletters. J'ai des newsletters sur des tas de trucs. J'ai des newsletters sur l'IA, j'ai des newsletters sur les robots, j'ai des newsletters de science-fiction, j'ai des newsletters d'entrepreneurs, j'ai des newsletters d'investisseurs. Mmh. Je lis dès que je peux au max des bouquins. J'achète, je sais pas moi, peut-être 5-6 bouquins par semaine d'Amazon. Sur Amazon, j'arrête pas de lire, d'apprendre. C'est des formations. Dès que je peux, je fais une formation. Donc, Tu es une éponge à j'essaye de m'inspirer. Mes équipes m'inspirent et j'ai toujours autour de moi, dans mes équipes, 2 ou 3 personnes qui sont inspirantes. C'est hyper important pour moi. ouais, Personnes qui vont arriver, c'est peut-être pas des super entrepreneurs des parfois. créatifs ou des Et parfois, c'est pas des entrepreneurs. Parfois, ce sont des entrepreneurs. Mmh. Mais
J'ai toujours autour de moi des personnes qui vont m'inspirer. Et c'est d'une inspiration à l'autre, après, d'une lecture à l'autre, que je vais arriver à piocher. Je vais me dire, ça y est, ça j'y crois. Et puis c'est beaucoup de temps aussi, beaucoup de réflexion à parler aux uns, aux autres. C'est ça qui fait ton inspiration. Et puis demander, est-ce que vous êtes, si tu as un projet, le projet il doit évoluer. Si tu as un produit, tu dois le faire évoluer. Et donc moi, je fais tout pour avoir la vision. Quand j'ai la vision, après je me dis, ok, ça y est, je sais où je vais. Mais c'est pas suffisant. Après, si, surtout aujourd'hui, mettons que je te dise, bah tiens, tu viens chez moi et je te donne l'adresse. Si t'as pas le GPS, tu fais comment? Je sais pas. Ton GPS, c'est ton plan. Et donc, il te faut un plan, une fois que tu as la Est-ce vision. que ça t'arrive d'avoir des moments dédiés à l'ennui? Parce qu'il paraît que l'ennui, c'est quand même le moteur humain de la créativité et de la vision. Il paraît, mais je me suis jamais ennuyé de ma vie. Parce que c'est vrai que quand on est dirigeant, qu'on est CEO, qu'on est entrepreneur, c'est très dur de s'ennuyer. Enfin, on culpabilise de s'ennuyer. On se dit, mais Tu, tu sais, je suis hyper actif. Donc, moi, c'est le contraire de l'ennui. Donc, je ne sais pas m'ennuyer. Ça fait 7 ans que je fais de la méditation. Euh, Ouah, c'est toujours aussi dur de méditer, de ne pas avoir mes idées, de ne ouais. pas avoir 1000 idées qui me passent et de m'arrêter, s'il ne faut pas faire, hein, mais m'arrêter en pleine méditation. Attends, j'ai oublié cette idée-là, au moins elle est notée, je peux repartir sur ma méditation. C'est pas ce qu'il faut faire, mais Mm. en tout cas, et je fais toujours mes to-do list avant pour me dire, au moins si j'ai des idées qui m'arrivent, j'essaie de mettre un maximum de choses sur papier. Et je fais rien de parfait, hein, mais en tout cas, je fais le maximum pour essayer de suivre. Mais de m'ennuyer, je sais que c'est bien, il y en a beaucoup qui le disent mais je sais pas faire. Alors du coup, par rapport à ce que tu fais, je crois que tu as des routines un peu spécifiques. Ouais. Je crois limite très extrêmes, si je me souviens bien, tu m'avais raconté. Euh, D'abord, on va commencer par un petit j'achète ou j'achète pas. Donc tu me dis si tu achètes parce que tu crois ou tu n'achètes pas parce que tu crois pas. Et après, on parlera de tes routines. Ah, d'ailleurs, méditer, c'est pour les fragiles. J'achète ou j'achète pas? Moi, j'achète pas du tout. Tous les plus grands entrepreneurs du monde méditent. Un bon CEO ne montre jamais ses émotions. J'achète, mais c'est pas moi. Ok. Je trouve que c'est bien, et je vais t'expliquer pourquoi. Je trouve que c'est bien de pas. Après, il y a émotion et puis il y a ce qui se passe mal. C'est-à-dire Mm. qu'un CEO, souvent, il a un côté très seul. Il y a la solitude du CEO, d'où les clubs d'entrepreneurs pour échanger ses problèmes aussi, etc. Parce qu'en général, c'est rare les personnes qui comprennent les problèmes des entrepreneurs. Parce que c'est un entrepreneur, il est tout le temps dans la merde. Il est tout le temps dans des problèmes. Voilà, tout ce qui lui remonte, c'est que des problèmes. Et donc, vraiment, c'est en général, c'est 5-10%, je dis souvent, de fun et le reste, c'est quand même beaucoup de problèmes. Donc, il faut que ce soit, faut être un peu maso, quoi, hein. Il y a un petit côté. C'est vrai, c'est bien, on parle toujours d'entrepreneurs qui réussissent et tout ça, mais on ne regarde pas que Mm. l'entrepreneuriat, c'est souvent Ouais, c'est des des échecs. Et du coup, bah, souvent, c'est vrai qu'on va trouver des CEO qui sont assez impulsifs et qui vont montrer leurs émotions aussi, mais c'est vrai que de base, au moins tu les montres aussi, euh, au mieux les équipes vont aller. Parce qu'une entreprise ne doit pas aller au gré des émotions du CEO. C'est Mm. un danger. Donc j'ai envie de te dire que il faut éviter de montrer ces émotions, sauf si elles sont positives. Moi, c'est ce que j'essaye de faire le plus possible, de montrer mes émotions positives. Si tu commences à montrer des émotions négatives à tes équipes, t'es mal barré parce que du coup, tu vas créer, là aussi, tu vas leur tuer leur Ouais. énergie. Donc, j'ai envie de te dire, une réponse un peu oui. D'un côté, il faut les montrer si elles sont positives, parce qu'au moins, ça va donner de l'élan. Si elles sont négatives, j'ai envie de dire, bah, tu les gardes pour toi, pour tes clubs d'entrepreneurs. Et dernier, est-ce que j'achète ou j'achète pas? Il faut avoir mal pour réussir. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Je pense aussi que c'est peut-être pas nécessaire, mais moi, là aussi, je suis peut-être maso, mais pour moi, entre deux chemins, je choisis toujours le plus difficile. Et je ne connais pas d'entrepreneur à succès qui a pas eu mal. Je ne connais pas d'entrepreneur qui a pas tombé. Je ne connais pas d'entrepreneur qui a pas échoué. Je ne connais pas d'athlète qui a réussi tout de suite. Je sais pas, j'en connais pas. Tous les athlètes, c'est une discipline, c'est de la difficulté aussi. Et en général, moi, je pars du principe qu'on se construit dans la difficulté et que s'il y a deux chemins à prendre, si on prend le facile, on va rien apprendre. Si on prend le chemin difficile, on va beaucoup apprendre. Donc moi, je pars du principe que oui. Ok. Alors en parlant de douleur, ça tombe bien. Moi, je suis très curieux que tu m'expliques un petit peu comment ça se passe ta journée et surtout, à chaque étape de ta journée, pourquoi tu as choisi de faire ça à tel moment et qu'est-ce qui fait que dans ta tête, tu te dis, il faut que je continue à faire ça parce que si j'arrête cette brique-là, je vais perdre ça.
OK. Alors, déjà, mes journées, en ce moment, c'est vrai que je l'avais dit sur un podcast et tout le monde m'était tombé dessus. Et depuis, c'est vrai que c'est pas à la mode d'avoir des rituels, mais je m'en fous. Moi, je suis pas là pour être à la mode. Moi, je suis là pour dire, pour répondre franchement à ce que je fais. Donc oui, ce serait bien de dire que j'ai pas de routine mais moi, je vais te donner les miennes et mon régime alimentaire. Donc moi, les routines, c'est, je me lève le matin à 5 heures en général. Après, oui, si je finis de bosser assez tard, à 1 heure, 2 heures ou 3 heures, je peux me lever à 6 heures, voire un peu plus. Mais en général, ma routine, c'est je me lève à 5 heures. Je me lève à 5 heures, je fais 1 heure de sport. J'ai mon coach qui arrive à cette heure-là. S'il n'est pas là, je vais courir ou je fais autre chose, mais c'est 1 heure de sport. Après, de manière assez rapide, je fais une petite méditation rapide. Si je peux avant, je fais ma to-do list pour tout me mettre sur ma to-do list. Ça me prend 5 minutes si je l'ai pas faite la veille. Et là, je fais mes 5-10 minutes max de méditation. C'est plus 5 minutes. Ensuite, je prends une douche glacée, 3 minutes. Je me prépare. Et là, je me fais rapidement mon mantra de la journée. Hein. Ouais. Ça rien de dingue. C'est juste me dire aujourd'hui, je passe une bonne journée. Chez moi, j'ai plein de posters, de cadres avec plein de citations. Voilà. Je me mets une petite musique. Mais normalement, une, ça suffit parce que pendant le sport, je me suis balancé de la musique bien motivante ou j'ai écouté des podcasts. Et là, voilà, là, je me dis que la journée va bien se passer. Je me fais mes priorités. Donc, malgré ma to-do list, je me dis, voilà, mes 3 priorités de la journée, c'est ça. Minimum. C'est-à-dire que si j'ai pas le temps, je fais ça. Et après, je démarre. Et c'est vrai que j'ai des journées, ça aussi. Parfois, les personnes sont assez étonnées, mais c'est vrai que moi, j'ai un agenda qui est prévu à 18 mois. Et donc, à 18 Ouais. mois, j'ai tous mes rendez-vous toute la journée qui sont prévus avec mes équipes. Parce que, je te répète, mon métier, c'est d'identifier les bonnes personnes, les faire grandir, les développer, et ensuite créer l'environnement pour eux, qui est le meilleur environnement pour qu'ils s'épanouissent et pour qu'ils réussissent. Donc ça veut dire que mon métier, c'est d'être en réunion avec eux tous les jours pour faire en sorte de les accompagner, de les former et de faire en sorte que la société soit la meilleure possible, d'échanger avec eux. Donc toute la journée, je suis avec l'un, je suis avec l'autre, je suis avec une équipe, etc. Et beaucoup sur le terrain. Et puis je vais voir des clients aussi. Et donc moi, tous mes rendez-vous sont pris et dedans, je les respecte à 80%. Et les 20% que je respecte pas, c'est parce qu'il y a d'autres urgences dans la semaine qui se sont produites, des rendez-vous clients. J'essaie d'avoir des rendez-vous clients là aussi, de mettre dans mon agenda des rendez-vous clients, en tout cas des slots pour des clients tous les jours. Et j'essaie aussi de discuter avec mes clients tous les jours parce qu'au final, qui est-ce qui me paye? Moi, c'est mes clients. Et moi, pour pouvoir payer mes équipes, il faut que j'ai des clients. Et donc, tous les jours, pour être au contact des clients, pour ne jamais être dans ma tour d'ivoire. Et voilà. Et donc, ça, c'est plus ou moins mon 8h, 21h. 8h, 21h, là, j'ai mes 13 heures où je suis en général, où l'organisation, où l'agenda est pris. Et après, si besoin, et après, en général, je mange avec ma famille. Et là, pendant 1 heure, 1h30, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien. Et après, je me remets à bosser à partir de 22h30 jusqu'à minuit, 1h du matin. Et tu arrives du coup à bien Et c'est, finir en travaillant le soir tard? ouais, et en général, je travaille à peu près plus ou moins 7 jours sur 7. Et je fais du sport 7 jours, et je fais du sport aussi les 7 fois par semaine. Pas de week-end, pas de. Bah, en fait, j'aime ce que je fais. Donc, si je fais 7 jours sur 7, mais je t'avoue que si j'ai un truc à faire qui est sympa aussi, je vais aller le faire. Mais en fait, moi, je pars du principe que je suis pas dans le principe vie privée, vie pro. Moi, j'ai une vie. Et puis, bah, si en journée, j'ai un truc à faire, si pour mes enfants, un jour où ils sont en vacances, ils veulent que je les accompagne quelque part, bah, je vais y aller, en fait. Et je vais dire, bah, à mes équipes, bah, aujourd'hui, je vais m'occuper des enfants, en fait. C'est pas grave. Et puis, si j'ai une urgence, vous m'appelez, je le prendrai, mais évitez de m'appeler aujourd'hui. Voilà. Et peu importe le jour que c'est, si c'est un mercredi, si c'est un jeudi, si j'ai des rendez-vous clients, évidemment, je les assure. S'il y a des urgences, je les assure. Mais sinon, je prends la journée et je vais kiffer avec eux. Donc, c'est 7 jours sur 7. Mais mes enfants, ils sont là-dedans aussi. Ils savent que ils ont 16, 18 et 20 ans. Et ils savent que le boulot, ça fait partie de ma vie. Ils sont aussi très bosseurs. Et on va aussi bosser ensemble. Ils vont être avec moi au bureau. Ils vont venir à mon bureau. Je vais être avec eux, etc. Donc, c'est vrai que je suis... T'es arrivé à créer un lien avec eux. J'inclus ma vie professionnelle dans ma vie avec eux. C'est pareil, mon équipe proche vient à la maison, en fait. Ils viennent à la maison pour des réunions. Voilà. Et derrière, on bosse ensemble, on mange ensemble. Il y a mes enfants, c'est ma famille aussi, hein, mon équipe proche. Du coup, je vais être avec eux et je vais pas être là, me poser de questions. Je pars en vacances avec eux si je dois partir en vacances. Voilà. Et en vacances, ben oui, je vais bosser en vacances, mais
Du coup, je vais aussi partir. En fait, c'est juste que je délocalise mon bureau. Voilà, mais d'ailleurs, je vais bosser. Mais si j'ai des restos, je vais faire les restos. Je suis vraiment dans un ensemble où j'aime ce que je fais. Et donc, je vais pas dire, ça m'est arrivé pendant 7-8 ans de pas prendre de vacances, évidemment. Mais là, j'en prends. Avant, c'était différent. Avant, tu n'étais pas connecté, tu recevais pas tes mails, c'était compliqué il y a plein de choses qui étaient difficiles. Aujourd'hui, tu as ton ordi n'importe où, tu te mets en Wi-Fi, tu bosses. Voilà, quoi, si t'as une urgence, et encore moi, j'utilise assez peu mon ordinateur. Moi, c'est mon téléphone, mon métier. Hein. Moi, je dois passer peut-être 3 heures par semaine sur mon ordi, mais par contre, je suis toute la journée sur mon téléphone. Il n'y a rien que je ne puisse pas faire sur mon téléphone. Et en l'occurrence, WhatsApp. Des moments, on appelle un peu de deep work, où tu passes 4-5 heures sur un sujet, et là, tu es le seul dans ta bulle, et tu charbonnes sur un thème. Lorsque ça le nécessite, je le fais. Et là, pour le coup, je ne le fais pas assez en ce moment. C'est vrai. Seul ou avec des équipes? Seul. Ah non, avec les équipes, je le fais. Ouais, on le fait. Ouais. Ça nous arrive de charbonner pendant 2, 3, 4, 5 heures, une journée entière, pendant 24 heures non-stop, à rester dans un endroit. Ça me gêne pas. On prend des sushis, on se fait livrer. Avec les équipes, oui. Seul, il faudrait que je le fasse plus. Ça fait partie, justement, ce matin, au réveil, c'était une de mes résolutions, me dire que à partir du 1er juillet, il faudrait que j'arrive à me prendre rendez-vous avec moi-même au moins 3 heures par semaine. Ok. Et tu penses que c'est possible? Je l'ai plus fait depuis 2008. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? C'est une question de volonté, d'organisation, de délégation. Donc, je dois arriver à le faire. Si j'ai envie, c'est jusque-là, jusqu'à fin juin. J'ai un agenda qui est crazy. Donc, vraiment, il faut que j'arrive à reprendre. Là aussi, je te parlais tout à l'heure, j'aime pas subir. Là, en ce moment, je subis un peu mon agenda parce que j'ai beaucoup de projets, beaucoup de sujets. Parce que on est en train je suis en train aussi de terminer aussi le deal que j'ai avec ceux qui m'ont racheté. Sur les mois qui viennent et là jusqu'à fin d'année. Donc c'est vrai que je dois beaucoup charbonner. On est en train de retravailler beaucoup d'offres, etc. Plus mes différents projets. Donc c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps. Mais voilà, je me suis dit à un moment, c'est bon, à partir du 1er juillet, je vais essayer de reprendre la main parce que là, j'arrive en général, souvent, c'est surtout les fins de semestre, des trucs comme ça. Là, on est mi-mai, il reste un mois et demi pour closer le semestre. Et là, il faut que j'envoie et du coup, en ce moment, je suis un peu trop en surchauffe, mais bon, après, dans un mois et demi, après, il y a aussi les vacances qui vont arriver, le mois d'août où les gens seront moins là, etc. Donc, je pourrais aussi prendre un peu plus de temps pour moi pour travailler sur des sujets plus en profondeur que ce que je le fais aujourd'hui. Il y a un lien que peu de gens font, mais qui est, je trouve, extrêmement présent, et moi, je le vis vraiment au quotidien parce que j'ai complètement changé mon régime par rapport à ça. C'est le lien entre l'alimentation et le mindset. Parce qu'on ne dirait pas, mais l'intestin, l'estomac, le tube digestif, c'est un peu notre deuxième cerveau, et ça dicte énormément nos émotions et notre comportement. Est-ce que toi, tu as compris comment tu fonctionnais en termes alimentaires? Est-ce que tu as adapté par rapport à ça? Et comment aujourd'hui tu adaptes ton régime pour être le plus performant et garder ce mindset de battant? Alors tout d'abord, tu es ce que tu manges. Donc à un moment, si tu veux pas être une poubelle, ne te comporte pas et ne mange pas des aliments qui devraient normalement aller dans la poubelle, déjà de base. Donc ça veut dire que normalement, on est censé savoir que les produits transformés ne doivent pas rentrer dans notre corps, de base. Donc normalement, on élimine de son alimentation. Ça fait 8 ans que j'ai éliminé dans mon alimentation les produits transformés. Il n'y en a plus. Voilà. Déjà, au début, c'est dur parce que je suis addict au sucre, parce que je suis boulimique dans tout ce que je fais. Et du coup, je suis boulimique dans l'alimentation depuis que je suis gosse. C'est comme ça, c'est un fait. Après, il faut travailler contre soi et il n'y a rien d'immuable. On peut être addict au sucre, on peut être boulimique, on peut être tout ce que tu veux. J'ai montré les exemples que on peut être obèse, on peut maigrir, on peut ne pas être sportif, devenir sportif, on peut tout faire. C'est dans la tête. Tout est dans le mental. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui peut se doper, hein. Et le sucre, c'est du dopage. Si tu prends du sucre toute la journée, et puis le sucre appelle le sucre, hein. On sait très bien que c'est une des drogues les plus dures, le sucre. On prendrait bien un petit carré. Voilà, c'est ça. Donc du coup, pareil, les bonbons, les trucs et tout ça. Et il y a des entrepreneurs qui réussissent, d'ailleurs, avec une mauvaise alimentation. Donc ce n'est pas une condition sans quoi, heureusement, il n'y a jamais, et même dans tout ce que je dis, il n'y a jamais une seule façon de réussir.
Il y a des dizaines de façons de réussir. Juste, moi, j'ai la mienne. Et la mienne, c'est d'entraîner mon corps aussi, comme j'entraîne mon cerveau, sur des rituels, sur une façon de manger. J'ai passé quasiment presque 5 ans où j'ai été vegan. Ça a commencé le jour du Covid, du moins le jour du lockdown. C'était le 16 ou 17 mars 2020. La veille, je regardais le reportage qui était sur Netflix, Game Changer. J'ai eu un déclic, je me suis dit, eh bien, le Covid m'aura servi à quelque chose. Je suis devenu vegan, voilà, et du coup, j'ai enlevé tout un tas de choses. Il y a 5 mois, j'ai arrêté ce régime vegan pour des raisons justement de santé. J'ai fait des analyses. Dans les analyses, effectivement, j'avais différentes carences et du coup, j'ai adapté. Je mangeais pas assez de protéines par rapport au sport que je faisais, etc. Du coup, j'ai changé. Là aussi, avec les idiots qui changent pas d'avis. Là aussi, je dis pas que la seule manière c'est d'être vegan. Je ne dis pas que ne pas être vegan c'est pas bon. Voilà, je dis que derrière, il faut trouver son propre équilibre. Voilà. Et dans son propre équilibre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses, en tout cas, qu'il ne faut pas faire. Il y a personne qui pourra me dire, non, non, c'est bien de manger du sucre. C'est bien de boire c'est bien de boire des sodas. Non, non, c'est mauvais. Et ça, en fait, tout ce qui est le plus mauvais, je l'ai écarté de ma vie parce que j'ai compris que dans un jus d'orange, il y avait autant de sucre quasiment que dans un coca et que derrière, ben, c'est mauvais pour la santé. C'est 7-8 grammes de sucre. Eh bien, ça sert à rien que dans les bonbons. Il y a plein de choses qui sont mauvaises pour la santé. Donc tout ça, dans mon alimentation, dans mon hygiène de vie, j'ai enlevé. J'ai enlevé beaucoup de choses. J'ai compris. Je me suis intéressé à l'alimentation, je me suis intéressé à la nutrition. J'ai fait des petites formations sur Internet de nutrition, de diététicien, et ça pour bien comprendre ce qu'il y avait derrière sur les aliments, les protéines, les lipides, les glucides, les macronutriments, les micronutriments. J'ai essayé de bien comprendre comment ça fonctionnait, comment fonctionnait mon organisme. Là aussi, j'ai fait du test and learn tout le temps et je suis mon propre laboratoire moi-même, quoi. Et je teste. Et personne ne peut connaître mieux que moi mon environnement. Après, j'ai rencontré beaucoup de naturopathes, beaucoup de personnes qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné, qui étaient bien plus sachants que moi. Et après, à moi de faire le meilleur mélange. Je fais des analyses aussi très régulièrement. Tous les 6 mois, je fais des analyses de sang aussi pour comprendre mes bilans. Bon, après, c'est aussi parce que j'ai plus de thyroïde depuis 5 ans. Et du coup, je le fais. Et c'est vrai que comme ça, de cette manière-là, je vais aussi voir les carences que j'ai, en quoi ces carences peuvent être mauvaises pour moi, faire en sorte que j'ai pas de baisse d'énergie aussi, parce que si tu as des baisses d'énergie, ben, c'est mauvais pour toi, c'est mauvais pour ta boîte, c'est mauvais pour ton cœur. Donc vraiment, j'essaie de ménager, comme on dit, ménager sa monture parce que je veux durer longtemps. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de bâtir. Et pour bâtir des entreprises performantes et durables, il faut que moi aussi, je puisse être performant et durable. Chantier bien ordonné commence par soi-même. Exactement. Ce qui est pas facile, hein. Ce qui est pas facile, hein. Attention, la discipline, c'est pas quelque chose de facile aussi, hein. Donc, je dis pas, ça marche en un claquement de doigts. Et je dis, c'est pas parce que ton cerveau le veut que toi tu vas y arriver. Mais ce sont des habitudes, des rituels. Et Un souvent, jour, savoir dire non. savoir dire non lorsqu'on te dit, bah tiens, on prenait bien un petit dessert. Mm. Bon, allez, c'est pas le dessert, c'est pas ce petit gâteau qui va faire que tu vas grossir. Ou quand les gens disent, ouais, c'est pas que le poids. Le poids, c'est un élément. Voilà, on va ouvrir une bouteille, et puis, c'est ça, on va ouvrir, c'est ça, on va ouvrir une deuxième bouteille. Allez, un verre, 2 verres, 3 verres, c'est pas grave. Chacun le voit comme il veut, mais effectivement, il faut savoir dire non. En France, qui est quand même un pays, on a quand même. On aime bien manger, on aime bien boire, etc. Après, il y a beaucoup de choses pour compenser, hein. Et l'entourage. Après, il y a des choses assez simples. Alors, moi, j'ai pas été aussi extrême que toi dans les régimes, mais il y a un truc que j'ai compris très vite, et notamment, je l'ai vu le jour où j'ai commencé à travailler de chez moi à cause du Covid. J'avais plus besoin de faire ces horaires, tu sais, 8 heures, petit déjeuner, midi, demi, départ au restaurant, 19 h, etc. Donc, tu te trouves un peu dans une espèce de no man's land des horaires, et je me suis dit, bah, je peux faire ce que je veux. J'ai commencé à tester de déjeuner à 15 ou 16 heures. Et en fait, je me suis rendu compte que d'une part, j'avais plus le coup de barre des 15 heures à 16h30 parce que ton corps l'a passé. Et surtout, t'allonger tes matinées. Oui. Et comme c'est le matin où tu es le plus productif en termes de temps de cerveau disponible, bah, j'arrivais à me dégager des plages de deep work beaucoup plus fréquemment. Est-ce que toi, au niveau des horaires, tu adaptes tes horaires? Et qu'est-ce que ça a comme conséquence dans ta vie avec ton entourage, ton monde social? Eh bien, moi, depuis 7 ans, je fais le jeûne intermittent. Après, est-ce que je le fais tous les jours? Non, ça peut m'arriver de ne pas le faire parce que j'ai un petit déjeuner client, parce que je vais dans un hôtel où derrière
j'ai un petit déjeuner, parce que j'ai un déjeuner client qui est à midi. Donc oui, ça peut m'arriver de le sauter. Mais en moyenne, depuis 7-8 ans, je fais le jeûne intermittent environ 5 jours par semaine. Et je me sens très bien. Parce que Alors, le matin, tu comme peux tu me dis, préciser, jeûne intermittent, le jeûne intermittent, c'est quoi? c'est-à-dire que pendant 16 heures, je ne mange pas. Et je mange que dans une fourchette horaire de 8 heures. C'est-à-dire qu'en général, j'essaie de finir de manger pas trop tard. Moi, je suis un lève-tôt, mais je suis aussi un couche-tard. Et c'est vrai que souvent, j'ai l'habitude de manger vers 21 heures, 22 heures, voire 23 heures. Hmm. Bien là, j'essaie de manger plus vers 20 heures, 21 heures. Et ensuite, de remanger le lendemain à 15 heures à peu près. Ou à 14 heures. Ou voire minimum à 13 heures. Mais j'essaye, voilà, de finir mon dîner vers 21 heures, si je peux, 22 heures. Et ensuite de remanger vers 13 ou 14 heures. C'est à peu près ce que j'essaie de faire pour faire mon jeûne intermittent tous les jours. Et puis, c'est vrai que souvent, je ne mange qu'à partir de 15 heures aussi. Hmm. Voilà, donc j'essaie en tout cas vraiment de faire ça, parce que c'est bien pour l'organisme aussi que en fait, que l'organisme se repose pendant un certain laps de temps par jour. C'est important aussi, justement, pour moi qui adore manger, de me dire, j'ai une période où je ne mange pas, justement, et puis j'ai une fenêtre horaire où là, je vais manger, je vais me faire plus plaisir. Et c'est quelque chose, en tout cas, pour moi, qui marche très bien depuis 7-8 ans. Alors, on a parlé régime, on a parlé sport, on a parlé habitude, train de vie. Est-ce qu'il y a des activités qui influent vraiment ton mindset? Je prends un exemple, le cinéma. C'est vrai qu'aller au cinéma pendant 1 heure et demie dans une salle et être enfermé, je pense à énormément de choses. Et je ressors de là, j'ai envie de faire plein de nouvelles choses. Est-ce qu'il y a des activités où toi, tiens, ça trigger, ça déclenche des choses, tiens, niveau mindset, ça influe vraiment sur ta capacité à faire des choses? Hum, La boxe, en tout cas la boxe thaï, j'avais arrêté pendant quelques années parce que je m'étais fait beaucoup de blessures. Mais je t'avoue que après un combat de boxe, ou en tout cas après l'entraînement de boxe, j'ai envie de tout péter, quoi. Donc oui, c'est en termes d'énergie, Ouais. l'énergie est assez haute. Que ce soit également, oui. Après, j'aime bien faire beaucoup de choses. Moi, en l'occurrence, j'aime bien mixer. Donc c'est vrai que quand je vais me retrouver à mixer sur une soirée, l'énergie, elle va être à bloc. Que ce soit, oui, si je vais au cinéma, j'adore le cinéma. D'ailleurs, j'aime pas trop la télé, mais j'adore le cinéma. Mm. Parce que bah, je trouve que tu es plongé dans un Un aura, environnement ouais, cool. et t'es pas juste là à regarder passivement dans ton canapé. Donc, plus cinéma. Et oui, après, aller voir un match de foot, un combat de boxe. C'est vrai que un humoriste, c'est vrai que pendant un moment, tu n'as plus à être sur ton Ouais. téléphone et tu es focalisé sur autre chose. Et c'est sympa aussi parfois de pouvoir faire décompresser son cerveau et de ne plus penser au travail pendant 1 heure ou 2 heures, quoi. Alors, on arrive à la conclusion de ce live talk. On a parlé de trois choses différentes. On a parlé vraiment du mindset, de l'origine du mindset, donc à travers l'enfance, les expériences vécues. On a parlé du mindset à travers le management, comment ça transparaît aux équipes. On a parlé du mindset aussi à travers les routines et l'hygiène de vie. Euh, pour la première partie qui est le mindset à travers ton histoire, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui nous écoutent, qui sont des dirigeants, des entrepreneurs, par rapport à votre histoire, par rapport à votre enfance, comment en tirer le meilleur pour vous faire un mindset de champion? Alors déjà, la première, j'en ai un petit peu parlé, c'est pas avoir peur de la difficulté et pas avoir peur de l'échec. Ça, pour moi, c'est la base. Et justement, quand les difficultés arrivent, ne pas craindre, vraiment le mindset, c'est de ne pas craindre l'erreur, de ne pas craindre de se tromper, de ne pas craindre de tomber. C'est pas grave. Je sais pas si tu as déjà fait des sports de combat, par exemple, quand tu fais du judo, on t'apprend à tomber. Donc c'est pas très grave de tomber. Mes parents m'avaient mis au judo, mais j'ai pas trop aimé. C'est, mais du coup, c'est pas grave de tomber. Quand t'es entrepreneur, c'est pareil. Il faut pas avoir peur de se planter, en fait. Il faut pas avoir peur de se retrouver dans des situations difficiles. Il faut pas, c'est inhérent à l'entrepreneuriat qu'être dans une logique de risque permanente. Donc, t'es entrepreneur, tu dois prendre des risques. Mais au final, les risques sont limités. Bon, bah, tu te plantes, c'est pas grave, en fait. Ça fait partie de la vie. Après, évidemment, il faut limiter le risque, il faut pas être idiot. Il faut organiser des fondations solides de son entreprise. Mais en tout cas, pour moi, il faut pas avoir peur de la difficulté, il faut pas avoir peur de l'échec. Il
faut pas avoir peur tout court. Je pars du principe que tu crées ce que tu crains. Donc, tu n'as rien à craindre. Juste donne le maximum, accueille les problèmes. Dis-toi qu'il va y avoir des problèmes et c'est pas grave. Et tu vas les surmonter. Et c'est en surmontant ces problèmes que tu vas arriver à t'améliorer, à être une meilleure version de toi-même et vraiment à surpasser les échecs que tu vas avoir. Et au final, tout ce travail, tout ce chemin, c'est ton entraînement. C'est comme si tu es un sportif de haut niveau, c'est comme si tu es un joueur de foot. Eh bien, tu vas faire 300 tirs tous les jours. Je crois que c'est Stephen Curry. Ouais, c'est Stephen Curry, un des meilleurs joueurs de basket de tous les temps, qui fait depuis qu'il a l'âge de 13 ans, tous les matins, il fait 300 tirs au panier. 300, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, 7 jours sur 7. Ouais. Je te laisse imaginer, après 30 ans, combien de tirs ça fait. C'est comme, je sais pas, Jackie Chan qui disait, ou non, Bruce Lee qui disait, j'ai pas peur de celui qui sait faire plein de coups, mais celui qui sait faire le même coup un nombre illimité de fois, parce que là, effectivement, ça va faire mal, quoi. Le rôle, c'est de marquer des paniers. Mm. Eh bien, il en tape 300 par jour. Donc sur 300, peut-être qu'il en a raté, je sais pas moi, peut-être 50% ou 60% ou 70%. Mais au final, c'est devenu le meilleur joueur de tous les temps, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, pardon, en s'entraînant tous les jours. Un entrepreneur, c'est pareil. L'échec, c'est l'entraînement. Et donc, il faut qu'il s'entraîne à réussir. S'entraîner à réussir, c'est échouer, réussir, échouer, tester, tester, tester. Et c'est ça qui fait toute la différence. Dans la deuxième partie, on a parlé, on revient dessus sur le mindset du dirigeant dans le management. On peut faire des erreurs au management. Je me souviens qu'une fois, tu avais expliqué que dans tes équipes, tu avais fait demander aux gens de venir à l'heure le matin, et ceux qui n'étaient pas à l'heure à 2 minutes près se voyaient refuser la porte d'entrée de la société. Ouais, ça a Tu duré étais revenu 4 là-dessus. Ouais, ça a duré 4 ans. Quel conseil tu pourrais donner à des managers, à des décisionnaires, à des dirigeants en termes de mindset par rapport à leur position de management et de leadership? Quelles sont les erreurs à ne pas faire? Alors, bon, déjà, le monde évolue. Donc, ce que je faisais à l'époque en disant j'interdis aux personnes d'arriver après 8 heures. Celui qui arrive à 8h01, la porte est fermée. Celui qui part à 20h, la porte est fermée. Il y en avait qui avaient dit sur les réseaux ah, et le gars, il est séquestre. Évidemment, je n'ai jamais séquestré personne. C'était pas 8h à 20h, vous êtes obligé d'être là. C'est juste que à 8h, je fermais la porte parce que c'était l'horaire que je voulais donner aux équipes. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de rigidité ou en tout cas de règles sur les horaires. Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un mal? C'est comme ça. C'est probablement un bien pour beaucoup de gens et je n'irai pas le critiquer. Par contre, à l'époque, c'était possible. On parle il y a plus de 20 ans. En tout cas, je le faisais. Il se trouve que il y a une bonne partie de ces personnes-là qui sont devenues des entrepreneurs extrêmement brillants avec cette discipline-là, en travaillant plus, en se disant qu'en travaillant plus, s'ils étaient très bons, ils pouvaient devenir encore meilleurs, et si c'était pas bon, ils pouvaient devenir bons. En tout cas, le travail paye. Et donc, ils l'ont compris. Et pareil, le soir, la journée, ils faisaient ce qu'ils voulaient, mais je disais le soir, les équipes devaient partir après. Parce que je voulais créer une génération de bosseurs, ce que j'ai fait. Est-ce qu'aujourd'hui, je le referai? Non, d'ailleurs, je ne le fais pas. Je ne le fais plus depuis 2008. Donc, ça fait 17 ans que je le fais plus. J'ai adopté d'autres méthodes de management qui sont plus basées sur l'inspiration, mais qui sont toujours basées sur le lead by example. Donc, c'est important pour moi que les équipes aussi me voient bosser, me voient là où il faut être, aux bonnes heures, etc. Après, l'idée, c'est que maintenant, je fonctionne plus par inspiration, je fonctionne plus en donnant un cadre et en proposant à chacun d'être plus libre dans ce cadre-là, et également en misant sur la confiance, sur l'empowerment, pour faire en sorte que les personnes puissent grandir. Et moi, je vais être là pour mettre tout le cadre autour et pour créer l'environnement. Donc, évidemment, j'ai fait changer mon mode de management, aussi mon mode de leadership, qui est beaucoup plus au service de l'équipe. Je ne suis plus, orienté commandant de contrôle. Avant, j'étais très commandant de contrôle.
Aujourd'hui, j'ai vu depuis 2013 qu'il y a beaucoup d'autres façons d'être encore meilleur niveau management, justement en faisant confiance, en impliquant ses équipes, en donnant du sens à ses équipes, en leur créant vraiment une raison d'être, en créant un mouvement, comme j'ai fait avec Womanity. Et je suis encore plus fier de ce que j'ai fait ces dernières années qu'avant, mais avant j'étais en entraînement et ça a marché aussi. Donc, il faut pas opposer les deux. Juste, le monde évolue, les mentalités évoluent. Il faut s'adapter. Je pense que si j'avais fait avec Humanity ce que j'avais fait avec Adneum en 2004 et 2008, je pense que ça aurait été un fail. Et demain, je vais encore changer mon mode de management. Donc, Il s'améliore au contexte et aux personnes. en permanence. Tout à l'heure, tu parlais au début de critères de l'entrepreneur. Tu parlais d'humilité. C'est important de se remettre en question tout le temps. Et l'entrepreneur, moi, je dis toujours, il a un petit peu le syndrome de l'entrepreneur, il est souvent assez schizophrène. Ouais. C'est-à-dire que d'un côté, il doit penser au court terme, faire entrer de l'argent, mais d'un côté, il doit penser aussi à la vision à long terme. En même temps, il faut qu'il ait hyper confiance en lui, mais en même temps, parfois, il a aussi le syndrome de l'imposteur, parce qu'il se dit, mais au final, je suis nul, etc., ça va pas en ce moment et tout. Donc, il faut un peu des deux. Dire un entrepreneur en politique ne sera jamais élu. Peut-être qu'il le. Moi, je change d'avis tout le temps. Peut-être, on en connaît des hommes politiques qui changent d'avis tout le temps. Mais je dirais que il faut qu'il arrive à jongler entre les deux. Il faut qu'il arrive à trouver l'équilibre entre. Il y en a qui disent qu'il faut zéro ego. Il faut quand même un peu d'ego en fait, parce qu'il faut aussi avoir confiance en soi. Ouais. Et quand on a très confiance en soi, on peut pas dire moi j'ai hyper confiance en moi et j'ai pas d'ego. Non, on doit avoir confiance en soi, mais on doit pas non plus avoir le sentiment de toute puissance, parce qu'on doit pas non plus dire moi j'ai la science infuse. Non, attention, l'entrepreneur il se trompe souvent, et donc il faut être capable de se remettre en question le plus possible. Je fais des erreurs tous les jours, moi je fais des conneries. Voilà, juste j'essaye de pas faire les mêmes 2 fois. Et mais pourquoi? Parce que je m'entraîne tout le temps. Et en même temps, il faut garder l'humilité. Donc c'est vraiment en permanence. J'ai de l'énergie. Je montre aussi que j'ai confiance en moi, que je sais où je vais. Mais attention, je peux me tromper aussi. Donc il faut que je garde ça à l'esprit. Je peux avoir tort. Et moi, j'habitue aussi mes équipes à pouvoir me le dire. Je veux pas dans ma trop d'ivoire du style moi j'ai toujours raison. Non. Ouais. Si vous pensez que j'ai tort, vous me le dites. Parce que sinon, c'est le pire. Et j'ai vu plein de sociétés, j'en ai encore vu il y a pas longtemps, qui n'osent pas dire à leur patron les erreurs qu'ils font. C'est une catastrophe. Ça veut dire qu'ils n'ont pas créé l'environnement assez transparent. Chez moi, on organise régulièrement ce qu'on appelle des soirées à la transparence, où il n'y a pas de tabou, et les gens peuvent dire aussi ce qui va pas, de manière positive. C'est pas la critique. Dire qu'il y a un problème quelque part, et surtout s'ils ont une suggestion à faire, qu'ils la fassent. Et dire que je peux me tromper, il n'y a pas de problème. Je me trompe souvent. Moi, je veux que les équipes me le disent. Je veux pas être là. Parfois, c'est arrivé, des gens me disaient non, j'y sais, t'as raison. Puis derrière, j'avais tort, je leur disais, mais pourquoi? J'y sais, j'ai pas de contredire. Je dis, oui, bien sûr, il faut que tu me contredises. Ouais. Si tu le penses, contredis-moi, ton rôle, c'est ça aussi. Ton rôle, c'est de faire en sorte que ça marche. Et très probablement, t'es plus intelligent que moi. Très probablement, tu connais mieux ton métier que moi. Donc, je t'emploie ou je te prends comme salarié ou même comme prestataire pour me dire la vérité. Je ne te prends pas pour me dire que, en fait, pour me flatter. En tant qu'entrepreneur, on n'a pas besoin d'être flatté, en fait. C'est les succès, on les fait ensemble, mais entrepreneur, normalement, c'est si on échoue, c'est à cause de moi. Si on réussit, c'est grâce à vous. Et dans la dernière partie, on a parlé du mindset à travers les routines, à travers la philosophie de vie, la discipline de vie. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui nous écoutent? Comment adopter une bonne discipline de vie et quel est l'intérêt de la discipline de vie par rapport au mindset pour être un performeur dans son métier? Alors, chaque personne est différente. Chaque routine doit être adaptée à chaque personne. Est-ce que mes routines sont bonnes pour tout le monde? Absolument pas. Elles sont bonnes pour moi et potentiellement pour des personnes qui me ressembleraient. Et donc, à chacun de trouver ses meilleures routines. Je me lève à 5 heures parce que je me suis toujours levé à 5 heures ou à 6 heures. Hein. Et puis, ça n'empêche pas que parfois, je peux me coucher plus tard et me lever à 7 heures. Il n'y a rien d'immuable. Juste en général, j'essaye d'avoir la logique de me coucher avant minuit et de me lever à 5 heures. Ce que j'essaye de faire.
Et là, au moins, j'ai mes routines, j'ai dormi mes 5 heures, etc. Si à un moment, mon corps nécessite de dormir 6 heures, je vais essayer de dormir 6 heures ou de faire une petite sieste dans la journée si j'en ai la possibilité. Souvent, je voyage et je t'avoue que Mmh. dans le voyage, je commence à bosser, je suis toujours plein de boulot et parfois, au bout de 3 minutes dans le train ou dans l'avion, je m'effondre. Donc, et souvent, les petites siestes comme ça, en 5-10 minutes, ça me permet aussi de me relancer, de relancer l'énergie. Donc, j'ai envie de dire, chacun doit avoir ses routines, mais c'est important d'avoir sa discipline aussi personnelle pour durer. Et essayer vraiment tout le temps, lorsqu'on mange, de se dire, je suis ce que je mange. Et est-ce que je ne dois pas, comme au travail, j'ai la capacité de dire non, eh bien, dans ma vie perso aussi, dans mes repas, je peux aussi dire non. Je me dis non à moi-même, je dis non Mmh. au serveur, je dis non à ma femme ou à mon mari qui me propose un plat. Je peux dire non à mes enfants, je peux dire non à ma mère qui va me dire, ah bah tiens, j'ai pensé à un super gâteau pour toi. Je peux dire non à mes amis pour un verre de plus alors que c'est le quatrième. Il faut se sentir, et il n'empêche qu'on peut à un moment dire, bah, ce soir je me fais plaisir, ce soir je me fais un cheat day, Mmh. que ce soit à niveau nourriture, que ce soit à niveau boisson, je peux le faire, c'est pas grave. Mais j'en ai conscience, c'est le lendemain je compense. Bah, écoute, merci beaucoup, Jean-Christophe. C'était vraiment passionnant de rediscuter avec toi sur tous ces sujets-là. C'est vrai qu'on a balayé à la fois bah, l'entreprise, le management, les routines. Enfin, c'est inépuisable comme sujet le mindset. On a eu un précédent podcast sur le leadership et la prise de parole. Donc, je mettrai le lien en description qui recoupait pas mal de sujets dont tu as discuté. Du coup, nous, on va aller ensuite à une soirée qui s'appelle les CEO After Work. On va rencontrer plein d'autres dirigeants et d'entrepreneurs. On va avoir des tables rondes de discussion autour d'un autre thème qui est là, les finances et les patrimoines du dirigeant. Je pense que c'est un thème qui va beaucoup te plaire aussi. Est-ce que tu as un dernier mot pour ceux qui nous écoutent, notamment les membres du CEO Club qui nous écoutent? Est-ce que tu as un dernier conseil, un dernier mot à leur dire? Déjà, merci Augustin de m'avoir invité. Je suis très heureux ce soir d'aller justement au CEO Club et d'échanger avec tes membres. Et j'ai envie de dire, oui, le thème c'était le mindset. Et tu as commencé en disant, est-ce que on peut dire que le mindset c'est 90% de la réussite? Je le maintiens. C'est important de se fixer une vision, je t'en parlais tout à l'heure, d'avoir un plan pour atteindre sa vision, et ensuite d'être capable de recruter les bonnes personnes et de leur donner au jour le jour toute l'énergie pour y arriver. Bah, merci Jean-Christophe. Merci beaucoup à tous. Dites-nous en commentaire ce que vous avez retenu de la discussion et on se revoit très vite pour un prochain épisode du CEO Live Talk. Bonne soirée. Bonne soirée.